L'anomalie de la mer Baltique. En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre. Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet. Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire. Peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque deux courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs. Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper. Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre. Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte. Leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. À cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes. Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible. Pendant 1 ou 2 secondes, la couronne solaire te semblera verte. Car, en réalité, tu observeras le soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère, ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon, et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Karenia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues dans les eaux marines, les rivières et les lacs sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algue peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers le rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux. Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roches et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravats et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï? Elles sont le résultat de cette activité. La lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins, dans les eaux profondes, sont tout aussi dangereux, même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Le pire, c'est que lorsque tu regarderas la surface de l'océan, tu ne sauras pas qu'un danger t'attend. Tu ne verras pas ces poches d'air qui peuvent déséquilibrer même de très grands navires.
et ce, sans crier gare. La mer croisée est un phénomène rare, beau à observer, mais aussi très dangereux. C'est quand on voit des vagues carrées. Elles sont assez fréquentes dans les zones peu profondes de l'océan. Tu peux observer ce phénomène près de l'île de Ré ou depuis les plages de Tel Aviv, mais aussi dans de nombreuses autres zones du monde entier. Cela se produit lorsque deux systèmes de vagues se propageant dans deux directions différentes viennent se croiser. Elles forment alors un motif en damier. Cela arrive en général après le passage d'un front atmosphérique. Et cet état de mer se structure en une grande quantité de flux directionnels. Ces vagues peuvent être dangereuses pour les nageurs et les plaisanciers. Les vagues produites par les forts courants océaniques peuvent être imprévisibles et mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. On les appelle parfois des murs blancs. Leur puissance est telle qu'elles peuvent faire chavirer des bateaux de grande taille. Si tu remplis un verre avec de l'eau de mer et que tu regardes avec attention, tu y verras des quantités de très petites particules. L'eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des algues, des protéines et d'autres débris de matière artificielle et organique. Si tu secoues ce verre, de minuscules bulles apparaîtront à sa surface. C'est ainsi que l'écume de mer se forme, lorsque les vagues et les vents agitent l'océan. Lorsque l'écume de mer est épaisse, cela peut être dû à une grande concentration d'algues. Lorsque les algues se désagrègent dans la mer, leur matière dérive souvent vers les rivages. En général, l'écume de mer n'est pas dangereuse pour les humains. Mais lorsqu'elle contient des algues décomposées, elle peut être nocive pour notre environnement. Il peut arriver que des poches d'air éclatent et libèrent les toxines qu'elles contiennent. Cela peut causer une irritation des yeux ainsi que d'autres problèmes de santé. Les mascarets se produisent dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau. Une marée puissante va à la rencontre du courant et repousse le fleuve. Les mascarets font partie de la catégorie des ressauts hydrauliques, un changement soudain du niveau de l'eau. Il s'agit d'une poussée positive, ce qui signifie que la vague remonte le courant du fleuve, rendant sa masse beaucoup plus importante. Un raz-de-marée négatif, c'est lorsque le cours d'eau devient soudainement très peu profond. Tu ne verras pas de mascarets partout. Le fleuve doit être assez peu profond et son embouchure doit être assez étroite. La zone où la mer et le fleuve se rencontrent doit être plate et large. De plus, la zone située entre la marée basse et la marée haute doit faire au moins 6 mètres de large. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme pour l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. L'embouchure de l'Amazone n'est pas étroite, mais il s'y produit quand même des mascarets. C'est parce que son embouchure est peu profonde et comporte de nombreux bancs de sable et autres îles basses. Ce mascaret est la raison pour laquelle l'Amazone ne possède pas de véritable delta. L'océan Atlantique emporte rapidement ses sédiments, empêchant une telle formation. Les mascarets sont souvent imprévisibles et peuvent être extrêmement violents. Il arrive même que l'eau du fleuve passe d'une couleur verdâtre ou bleue à une couleur brunâtre. Ils peuvent endommager la végétation et même arracher les arbres. Ainsi, les sports de loisirs comme le kayak et le surf peuvent être dangereux dans ces zones. Mais si tu veux simplement observer un mascaret d'un peu plus près, fais attention. Il pourrait littéralement dérober le sol sous tes pieds et t'emporter dans ces eaux agitées. Est-ce que quelqu'un a déjà été étrangement intéressé par ton chien et t'a demandé s'il pouvait le prendre en photo? As-tu remarqué que cette personne semblait plus intéressée par la photo du collier de ton chien que par l'animal lui-même? Elle essayait probablement d'accéder à des informations privées sur toi. Un inconnu pourrait ainsi découvrir ton numéro de téléphone ou ton lieu de résidence. Dans des endroits comme les parcs à chiens, il est facile de se détendre et de baisser la garde face à des inconnus. Alors, fais attention aux informations qui révèlent le collier de ton chien. Voyons maintenant d'autres conseils qui peuvent sauver des vies. Pour commencer, restons sur les chiens. Si tu en croises un portant un gilet indiquant « chien d'assistance », prends le temps de vérifier si son maître est à proximité. Si tu vois que le chien est seul, reste avec lui. S'il quitte la zone, suis-le. Il pourrait t'amener à quelqu'un qui a désespérément besoin d'aide. C'est pour cela qu'il est venu et t'a trouvé en premier lieu. Ces chiens sont formés pour aider les personnes handicapées ou souffrant de problèmes médicaux de diverses manières. Ces adorables animaux changent la vie de leurs propriétaires et de leur famille et ils la sauvent même parfois. Si jamais tu te réveilles au milieu de la nuit et que tu penses sentir une odeur de gaz, n'allume surtout pas les lumières. Une étincelle provenant de l'interrupteur pourrait provoquer un incendie. N'utilise pas non plus ton téléphone à l'intérieur. Il peut aussi provoquer une étincelle.
Et si tu vis dans un appartement, n'utilise pas l'interphone. Maintenant, si tu sens soudain une odeur de poisson chez toi, vérifie rapidement que quelqu'un n'est pas en train de te préparer un bon repas. Si ce n'est pas le cas, alors tu dois rapidement sortir. Dans 9 cas sur 10, une odeur de poisson à l'intérieur signifie que les composants électriques sont en surchauffe. Si tu détectes cette odeur, assure-toi qu'il n'y a pas d'incendie et appelle immédiatement un électricien. Les fabricants utilisent des produits chimiques résistants à la chaleur pour la production de la plupart des câbles et disjoncteurs. Si ces câbles ou disjoncteurs surchauffent, les produits chimiques dont ils sont faits dégagent une odeur bizarre qui ressemble étrangement à celle du poisson. Si tu vois une tornade et que tu as l'impression qu'elle ne bouge pas, mauvaise nouvelle. Cela signifie sans doute qu'elle se dirige droit vers toi. Bien que les tornades se déplacent généralement du sud-ouest au nord-est, elles se déplacent aussi vers l'est, le sud-est, le nord et même le nord-ouest. Les tornades les plus extrêmes peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 480 km/h. Alors, si tu en vois une, dépêche-toi de quitter la zone, qu'elle soit en mouvement ou non. As-tu déjà pensé à ce que tu ferais si tu te retrouvais enseveli sous une avalanche? À part paniquer, bien sûr, voici un conseil. Essaye de cracher. Ta salive va tomber dans la même direction que la gravité et tu peux simplement creuser dans le sens opposé. Cela ne sera pas facile, mais ça peut te sauver la vie. Si tu n'essayes pas immédiatement de creuser pour sortir de la neige, quoi que tu fasses, ne commence pas à avaler de grandes quantités de neige. Même si tu as soif. Trop de neige froide dans ton estomac ne te fera aucun bien. Concentre-toi sur le fait de te sortir de là. Une avalanche peut représenter un volume de neige d'environ 40 piscines olympiques et faire plus d'1 kilomètre de long. Les pires d'entre elles ont le potentiel de causer des destructions assez catastrophiques affectant des milliers de vies. S'il t'arrive de marcher sur une ruche et de déranger ses habitantes à tel point qu'elles se mettent à te poursuivre, voici ce qu'il ne faut pas faire. Ne saute pas dans l'eau en pensant que tu y seras en sécurité. Elles attendront simplement que tu refasses surface. Alors, que faut-il faire? Eh bien, cours aussi vite que tes jambes te le permettent. Les abeilles et les guêpes finiront par abandonner la poursuite. Une ruche contient généralement entre 20 000 et 80 000 abeilles. Être poursuivi par une abeille alors que tu essayes de déguster une glace est déjà assez pénible. Alors, imagine le cauchemar si 20 000 d'entre elles s'en prennent à toi en même temps. Si tu croises un animal magnifique, vif et coloré dans la nature, il y a de fortes chances qu'il soit venimeux. Donc, même si tu as un petit creux, ne le mange pas. C'est une leçon que d'innombrables animaux affamés dans la nature auraient souhaité qu'on leur enseigne avant de manger cette grenouille superbement colorée. La couleur sert à la fois de camouflage et d'avertissement direct aux autres animaux que l'animal est toxique. Ce processus s'appelle l'aposématisme. Paradoxalement, le caméléon panthère est considéré comme le reptile le plus coloré du monde, mais il n'est pas venimeux. Tant que tu n'es pas poursuivi par des abeilles ou des guêpes, tu peux sauter dans l'eau. Mais une fois dedans, fais attention à ce qui ressemble à des vagues carrées. Si tu en vois, tu dois immédiatement sortir de l'eau. Ces vagues carrées sont souvent des courants dangereusement forts qui pourraient t'entraîner par le fond. En voyant ces vagues d'en haut, on pourrait croire qu'il y a une grille sous l'eau qui forme des ondulations en forme de carré. Les vagues carrées ne se produisent pas à cause d'un processus quelconque sous l'eau. Elles sont le résultat de l'intersection de deux courants marins, également connus sous le nom de mer croisée ou ondes carrées. Maintenant, que faire si les conditions de baignade sont excellentes mais que tu te fais attaquer par un alligator? Un conseil simple, vise son nez et ses yeux. Cela l'incitera à te relâcher immédiatement. Bon, abandonnons peut-être l'idée d'aller nager aujourd'hui. Allons plutôt faire une randonnée. Lorsque tu marches dans les montagnes, tu peux aussi rencontrer des animaux sauvages. L'un d'entre eux est le puma, mais tu ne voudras pas le croiser. Si c'est le cas, voici un conseil qui pourrait vraiment t'aider. Ne lui tourne jamais le dos. Marche prudemment à reculons. Les félins sont des prédateurs en embuscade, donc dès que tu te retournes, ils considèrent que c'est le meilleur moment pour t'attaquer. Et si tu penses que tu peux échapper à ce gros chat, sache que les pumas peuvent atteindre une vitesse de course de 80 km/h. Alors, bonne chance. Le même conseil s'applique aux cougars, aux lions des montagnes, aux lions rouges et aux lions américains. Pourquoi? Parce que ce sont tous des noms différents pour le puma. D'ailleurs, il a plus de noms que n'importe quel autre animal dans le monde. Après les chiens et les chats, parlons maintenant des loups. Ces animaux ne te poursuivront que si tu commences à les fuir. Certes, il faut un sacré cran pour tenir tête à une meute de loups, mais ils finiront par te laisser tranquille.
Cela semble assez effrayant, mais comme avec le puma, as-tu vraiment envie d'essayer de fuir une meute de loups affamés ? Ces meutes peuvent contenir jusqu'à 36 membres, qui sont aussi capables d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 61 km/h. Ils ont une grande endurance et peuvent se déplacer confortablement sur de longues distances à 8 km/h. Si tu croises des animaux comme les loups et les pumas, cela signifie sans doute que tu te trouves au fin fond de la nature. Ta première pensée ne sera peut-être pas de saisir ton téléphone et d'appeler à l'aide si tu fais face à un animal dangereux. Et pour de bonnes raisons. Tu es trop effrayé pour bouger. Ou bien tu penses que tu n'as pas de réseau et qu'il est inutile d'essayer. Bonne nouvelle, tu peux toujours composer le numéro de téléphone d'urgence du pays où tu te trouves, même si tu n'as pas de réseau. En cas d'urgence, ton téléphone se connectera à n'importe quelle tour cellulaire proche, tant qu'il a de la batterie. Le signal se déplace exactement de la même façon qu'un appel normal, mais cette fois, il passera par un réseau qui n'est pas forcément le tien. Comme il ne s'agit pas de ton opérateur, tu ne pourras pas passer d'autres appels. Mais bon, ton meilleur ami ne pourra probablement pas t'aider beaucoup si jamais tu te retrouves face à un loup affamé. Espérons que tu n'auras jamais à utiliser l'un de ces conseils pour sauver ta vie ou celle de quelqu'un d'autre, mais il est toujours bon de les connaître. Choisis toujours judicieusement lorsque tu commandes de la viande dans un restaurant, surtout quand il s'agit de cette viande hachée que l'on trouve dans la plupart des hamburgers. Pourquoi ? Parce que lorsque le morceau est haché pour atteindre la consistance souhaitée, des éléments nocifs à la surface de la viande peuvent s'infiltrer à l'intérieur, et cela peut potentiellement rendre le plat impropre à la consommation. Si l'on commande un burger plutôt saignant, il n'a pas été suffisamment exposé à la chaleur pour se débarrasser de toutes les bactéries et virus indésirables. Les pièces de viande, en revanche, sont un peu plus sûres à manger. Une fois que la couche extérieure de la viande a été saisie à haute température, elle ne devrait plus présenter le moindre risque. Les mêmes règles s'appliquent même si tu cuisines à la maison. Les spécialistes recommandent que les morceaux entiers de viande atteignent une température interne minimale de 60 degrés Celsius avant d'être prêts à être servis. Le poisson doit être chauffé à 65 degrés, tandis que les viandes hachées ont besoin d'un minimum de 70 degrés. La volaille ou les viandes précuites comme les hot dogs doivent être chauffées à au moins 75 degrés pour être sûr. La prochaine fois que tu commanderas quelque chose à boire dans un restaurant, mieux vaut te passer de garniture. De nos jours, la plupart des boissons sont accompagnées d'une tranche de citron ou de citron vert, tandis que d'autres sont accompagnées de fraises ou même d'olives. Mais elles ne sont pas toutes bonnes à manger. C'est parce que les barmen n'ont pas toujours les mêmes règles sanitaires et la même discipline que le personnel de cuisine. Ils peuvent parfois oublier de conserver correctement les fruits avant de les utiliser, tandis que d'autres peuvent même laisser des tranches de citron sur la surface du bar pendant une longue période. Sans compter que certains d'entre eux travaillent dans des conditions de stress constant et peuvent parfois oublier complètement de se laver les mains. Contente-toi de t'en tenir à la boisson elle-même et tu seras en sécurité. Il en va de même pour l'eau du robinet. Si tu es au restaurant, tu seras enclin à te laisser tenter par l'eau du robinet du resto puisqu'elle est presque toujours offerte par la maison. Mieux vaut s'en tenir à celle en bouteille, car elle est exempte de tout contaminant potentiel comme le chlore ou les herbicides. C'est un peu plus cher, mais cela t'évitera de consulter un médecin. L'hôtel dans lequel tu séjournes en vacances a très probablement un buffet. Tu peux aussi sauter cette étape. Pour commencer, tu ne peux pas toujours savoir depuis combien de temps un morceau de nourriture est resté dehors. De plus, tous les gens qui profitent du buffet ne respectent pas vraiment les règles. Elles n'utilisent pas toutes les fourchettes et les cuillères prévues à cet effet pour saisir les aliments. Et certains d'entre eux peuvent même être malades. Ce peut être n'importe quoi, d'un banal rhume à la grippe. Cependant, si tu ne veux pas sauter le buffet, tu peux opter pour celui qui dispose d'un chauffe-plat. Essaie aussi d'être attentif à quel type d'aliments doivent être chauds et auxquels doivent être froids. Les tranches de fromage, par exemple, ne doivent pas atteindre la température ambiante. En même temps, les soupes ou les morceaux de viande cuite doivent toujours être mangés chauds. Tu sors dîner avec des amis ? Ignore le panier à pain, tu me remercieras plus tard. Trop de pain peut être mauvais pour ton régime alimentaire. Non seulement il contient des calories vides, mais les paniers à pain sont aussi connus pour voyager de table en table. C'est vrai, ces tranches de pain n'ont peut-être pas été spécialement coupées pour toi et tes amis. Elles pourraient simplement être des restes de la table précédente. Il en va de même pour les snacks de bar. Il n'y a aucun moyen de savoir combien de personnes ont touché le popcorn ou les cacahuètes avant toi, ou combien de temps ils sont restés dehors avant de t'être servis. Essaie de ne pas commander de poisson le lundi, aussi appétissant qu'il puisse paraître.
C'est parce que certains suspectent que le plat du lundi pourrait en fait être un filet vieux de 3 jours. Les marchés aux fruits de mer ne sont pas forcément ouverts pendant le week-end. Tu ne peux donc pas toujours être sûr que le poisson qu'on te sert le lundi est frais. Si ton burger local a toujours une bouteille de ketchup sur la table, essaie de ne pas l'ajouter à tes frites. Certains serveurs disent que si 2 bouteilles de ketchup sont à moitié vides, ils les mélangent parfois ensemble. Il n'y a aucun moyen de suivre la date d'expiration ou le temps que la bouteille a passé sur la table. Non seulement c'est dangereux pour ta santé, mais cela peut aussi gâcher la saveur d'un plat qui aurait pu être bien meilleur. Les amuse-gueules à volonté ne sont pas non plus tes amis. Bien sûr, il n'y a rien de mal à se faire un peu plaisir. Mais le problème est que nombre de restaurants fournissent une quantité illimitée de ces amuse-gueules. Au moment où l'on te sert le premier plat, il se peut que tu sois déjà rassasié. Pour t'assurer de ne pas manger trop, tu devrais peut-être faire l'impasse sur ces cacahuètes ou ces chips la prochaine fois. Commander une salade en entrée peut aussi sembler être une bonne idée, mais de nos jours, les salades ne sont peut-être pas l'option la plus saine. La plupart d'entre elles sont remplies de morceaux de nourriture frits ou ont beaucoup de garnitures, comme des sauces ou des noix. Ce petit bol de salade peut finir par contenir plus de calories que le plat principal lui-même. Assure-toi donc de demander au serveur quels sont les ingrédients et les quantités avant de commander. Si tu ne peux pas finir ton repas et que tu prévois de demander que les restes soient mis dans une boîte à emporter, assure-toi de rentrer directement à la maison après le dîner. Si la boîte reste trop longtemps dehors à température ambiante, les aliments risquent de se gâter. Sans compter que le goût sera complètement altéré. Donc si tu prévois d'aller faire du shopping ou de voir un film après le déjeuner, tu devrais peut-être renoncer à ce plat à emporter. La deuxième boisson la moins chère du menu de ton restaurant local a peut-être son petit secret. Bien sûr, tu peux être enclin à la commander si tu ne veux pas avoir l'air trop radin. Mais pour de nombreux restaurants, la seconde option la moins coûteuse est peut-être celle qui revient au final le moins cher. Encore mieux, si tu choisis l'option maison, elle a généralement le meilleur rapport qualité-prix. Les restaurants haut de gamme et bas de gamme peuvent te fournir des glaçons supplémentaires dans ta boisson si tu le demandes. Cependant, ce n'est peut-être pas la chose la moins risquée, car les machines à glace ne sont pas toujours correctement nettoyées. Certains serveurs et employés de restaurants ont même admis avoir vu de la moisissure ou de la poussière s'accumuler autour de la glacière. Pour être sûr, demande simplement une boisson fraîchement réfrigérée. Elle sera très probablement scellée, et la plupart des restaurants ouvrent les bouteilles de soda juste devant toi. Tu sauras ainsi qu'elles n'ont pas été contaminées. Prendre de la crème glacée pour le dessert semble être l'option la moins calorique, mais il y a un piège. La plupart des restaurants te font payer beaucoup trop cher pour une simple coupe de glace. Pourquoi te la payer au restaurant alors que tu peux aller chercher un pot au supermarché du coin en rentrant chez toi? Si le restaurant en question ne propose pas sa propre crème glacée faite maison, essaie de choisir autre chose ou saute carrément le dessert. Nous sommes tous excités à l'idée de sortir dîner pour une occasion spéciale, mais il est préférable d'éviter les jours fériés. Ces jours-là, la cuisine est vraiment bondée, car le personnel doit remplir assiette après assiette. Cela signifie qu'ils prêteront moins d'attention aux détails à cause de la pression qu'ils subissent. Si tu veux vraiment célébrer un jour férié spécifique, choisis le jour qui le précède ou qui le suit, ou même le week-end suivant. Mais si ton restaurant a été fermé pour les fêtes, ne sois pas si pressé de réserver une table immédiatement après sa réouverture. Tu pourrais te faire servir des plats qui ont été laissés en réserve pendant un bon moment. Les vacances peuvent aussi être une bonne occasion de peaufiner tes talents de cuisinier à domicile. Tu peux aussi faire l'impasse sur certains articles du menu qui ne sont pas la spécialité de ce restaurant. Mettons que tu veux commander un steak dans un restaurant de fruits de mer. Ce morceau de viande pourrait avoir été stocké pendant un certain temps. Essaie de t'en tenir aux plats qui sont les plus populaires du menu. Ne pas laisser des objets de valeur ou une barre de chocolat dans une voiture peut sembler évident, mais il y a d'autres choses que les gens négligent souvent. Voici ce à quoi il faut faire attention avant de quitter ta voiture. Le numéro 1 est la bombe à aérosol. Lac pour cheveux, déodorant, peinture en bombe, nettoyant ménager et autres. Au dos de ces flacons, tu remarqueras peut-être une recommandation de température de stockage. Si tu n'y prends pas garde, voici ce qui peut arriver. Comme ces canettes sont sous pression, elles deviennent plus sensibles à la température.
Ce qui se trouve à l'intérieur de l'aérosol peut se dilater, ce qui peut entraîner une fissure. Et ensuite, le flacon peut exploser. Une température supérieure à 49 degrés est déjà dangereuse à cet égard. Or, il peut facilement faire aussi chaud que ça dans ta voiture par une chaude journée d'été. Des chercheurs américains ont découvert combien de temps il faut à une voiture pour se transformer en fournaise par une journée chaude. En 1 heure, l'intérieur d'une voiture garée au soleil atteint facilement 35 degrés. Et généralement plutôt autour de 47 degrés. Donc, si tu veux que ta voiture soit en un seul morceau et en état de marche, n'y laisse pas de bombe aérosol. Le deuxième objet de notre liste est la crème solaire. Elle est vitale pour ta peau car elle diminue le risque de complications cutanées et prévient le vieillissement de la peau causé par le soleil. Cela inclut les rides, le relâchement et les taches de vieillesse. Mais si tu laisses un flacon de crème solaire dans ta voiture, elle est exposée à des températures élevées, ce qui peut finir par raccourcir sa durée de vie. Si tu retrouves une crème solaire qui a tourné, tu pourrais remarquer une drôle d'odeur lorsque tu ouvres le bouchon. De plus, la chaleur peut provoquer l'ouverture du bouchon et la substance collante se répandra partout dans la voiture. La même règle s'applique au rouge à lèvres et autres produits cosmétiques. Viennent ensuite les bouteilles en plastique. Il y a 2 raisons pour lesquelles tu ne dois pas les laisser dans ta voiture. Premièrement, une bouteille d'eau en plastique peut agir comme une loupe, grossissant les rayons du soleil et déclenchant un incendie. Des pompiers de l'Oklahoma ont mené une expérience qui a confirmé que le danger d'incendie était réel. David Richardson, membre de la brigade, a affirmé que cela peut se produire si le faisceau lumineux est suffisamment focalisé. La deuxième raison est liée à ta santé. De nombreuses bouteilles en plastique contiennent du bisphénol, un composé potentiellement toxique. Les niveaux de BPA peuvent augmenter à haute température, et cela peut être nocif pour ton corps. Or, il y a un risque que ce produit chimique se retrouve dans ta boisson après avoir laissé la bouteille à l'intérieur du véhicule. Parlons maintenant des piles. Elles peuvent perdre leur capacité à fonctionner à pleine puissance lorsqu'elles sont laissées trop longtemps dans une voiture. Tu peux en acheter de nouvelles et résoudre ce problème, mais il ne sera pas aussi facile de résoudre le problème d'une fuite ou d'une rupture. Cela peut être mauvais pour ta santé car l'acide de la batterie est dangereux lorsqu'il est inhalé et très corrosif. La raison des fuites est à nouveau liée aux températures élevées. Les fabricants de piles recommandent de conserver des produits à température ambiante. Le suivant est partiellement lié aux piles. Il s'agit de l'électronique. As-tu déjà réalisé à quel point ton téléphone peut devenir chaud lorsqu'il est exposé au soleil? Tu es en train de conduire et, disons, de regarder le GPS sur ton téléphone. Même dans cette situation, ton téléphone peut surchauffer. Alors, que va-t-il lui arriver après des heures d'exposition au soleil? Les fabricants de téléphones déconseillent fortement de laisser leurs appareils dans leur voiture, car ils pourraient s'éteindre, être endommagés ou même... boum! Les effets personnels sont une autre priorité sur la liste. Un portefeuille ou un sac à main peut venir à l'esprit en premier. Mais même un passeport ou de la monnaie que tu laisses près du siège passager suffit parfois à attirer un voleur. Mieux vaut garder ces objets hors de vue, par exemple en les rangeant dans le coffre au lieu de les laisser sur la banquette arrière. Le numéro 7 est aussi lié au vol. La vie va parfois trop vite et tu n'as pas forcément le temps de nettoyer ta voiture fréquemment. Mais laisser des détritus dans ta voiture est une erreur. Les voleurs ont tendance à rechercher des voitures à l'aspect désordonné. Ils ont tendance à penser que le propriétaire n'utilise pas fréquemment son véhicule. Qu'en est-il des plantes? Certes, il n'est pas très courant de garder des plantes dans une voiture au quotidien, mais il faut parfois les déplacer. Or, la chaleur à l'intérieur d'un véhicule peut facilement déshydrater la pauvre créature. Les médicaments sont un autre élément que tu ne devrais pas laisser dans ta voiture pendant trop longtemps. Les températures constamment changeantes à l'intérieur du véhicule peuvent diminuer l'efficacité des pilules. Les autorités recommandent de conserver la plupart des médicaments entre 15 et 25 degrés dans un endroit frais et sec. Les documents importants contenant des données personnelles ne doivent pas non plus être laissés dans un véhicule. Les formulaires fiscaux, les relevés bancaires et même les relevés de notes scolaires sont des exemples de tels documents. Un voleur pourrait commettre une fraude ou un vol d'identité en utilisant ces précieuses informations. Bien sûr, il y a aussi la nourriture et les boissons. Les experts recommandent de ne pas laisser des provisions ou des restes alimentaires dans une voiture chaude pendant plus de 2 heures, ou seulement 1 heure lorsqu'il fait plus de 32 degrés. La même règle s'applique en hiver lorsqu'il fait très froid. Les aliments en conserve, par exemple, ont un risque élevé de se détériorer. Si une boîte de petits pois, par exemple, gèle dans une voiture,
L'effet sera similaire à ce qui arriverait à un soda. Laisse-la décongeler au réfrigérateur au lieu de la laisser à température ambiante. Si le produit n'a plus l'air bon ou a une odeur anormale, jette-le dans un endroit où même un animal ne pourra pas le trouver. N'essaye pas de le goûter, fais confiance à tes autres sens. Si la boîte est rouillée ou fissurée, elle doit aussi finir à la poubelle. Les œufs sont un autre exemple. Normalement, les œufs ne devraient pas être congelés. Mais supposons que tu aies oublié un sac de courses dans le coffre de ta voiture et qu'il fasse si froid la nuit que les œufs aient gelé. Mets-les au réfrigérateur avant de les consommer et fais-les bouillir pendant très longtemps. C'est ta seule option. La congélation fait que le jaune d'œuf devient épais et ressemble à du sirop. Il perd sa capacité d'écoulement naturelle et ne se mélange pas bien avec les autres ingrédients. Ne laisse jamais tes animaux de compagnie seuls dans la voiture. Et pas seulement à cause d'une éventuelle hausse de la température. Ils se sentiront mal à l'aise sans toi, leur meilleur ami. Dans leur frustration, ils pourraient faire quelque chose pour se faire remarquer ou soulager leur détresse, notamment en souillant l'intérieur du véhicule. Revenons maintenant à la saison d'hiver. Si possible, garde le réservoir d'essence de ta voiture plus qu'à moitié plein. Cela peut empêcher les conduites d'essence de geler. Cela permet aussi de démarrer plus facilement le moteur pour prendre la route le matin. De même, il est judicieux de jeter un coup d'œil à la pression des pneus aussi, car le froid peut entraîner des baisses de pression. Les températures basses peuvent endommager certains objets autant que les températures élevées. Les pots de peinture en sont un bon exemple. Il faut les sortir rapidement du véhicule en hiver. Les ingrédients de la peinture peuvent se dilater, se séparer et s'agglomérer à cause du froid. Et tu ne pourras plus l'utiliser. Les changements de temps affectent aussi les instruments de musique en bois, comme les violons ou les guitares. Les changements de température et d'humidité peuvent déformer, craquer ou fendre les instruments en bois. Les lunettes sont également affectées par les fluctuations de température. Dans une voiture chaude, les montures en plastique peuvent se tordre. Ou bien le plastique peut devenir cassant lorsqu'il fait très froid. Ne laisse pas les clés de la maison ni le bip du garage dans la voiture. C'est une pratique quotidienne pour de nombreuses personnes, mais c'est risqué car elles pourraient se retrouver entre de mauvaises mains. Pour écouter de la musique, la plupart des gens connectent leur téléphone à la voiture ou écoutent la radio. Les CD sont de moins en moins utilisés de nos jours. Mais ne les laisse pas dans la voiture non plus. Ils pourraient se déformer et tu ne pourras plus les utiliser. Y a-t-il d'autres objets auxquels tu penses qu'il ne faut pas laisser dans une voiture ? Voici l'île Starbuck, au milieu du Pacifique, près de la Polynésie française. Même si le nom évoque une chaleureuse odeur de café, tu n'y trouveras aucun frappuccino. L'île est pratiquement inhabitée. Elle est aussi assez minuscule, seulement 9 km d'est en ouest et environ 3,5 km du nord au sud. L'île est si petite que New York City pourrait tenir dans 18 îles de ce type. Il semble qu'il ne s'y trouve rien d'intéressant, mais Google Maps a de quoi te surprendre. Il y a quelques mois, quelqu'un a diffusé une vidéo TikTok virale sur un objet bizarre en forme de soucoupe trouvé sur Google Maps en visualisant l'île Starbuck. La vidéo a totalisé plus de 5 millions de vues en 2 jours. Le plus effrayant, c'est qu'il semble avoir laissé une longue traînée qui traverse presque toute l'île. On dirait que quelqu'un a dû freiner de toutes ses forces, mais a échoué, entraînant le crash de la prétendue soucoupe. Cela pourrait-il être une nouvelle preuve que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que quelqu'un a essayé de nous rendre visite, quelqu'un qui ne saurait pas très bien conduire ? Toutes ces spéculations donnent froid dans le dos, et les utilisateurs pensaient que personne ne connaissait la véritable histoire derrière cette soucoupe et ces traces mystérieuses. Ils étaient loin de se douter qu'en 2009, un groupe d'explorateurs avait visité l'île déserte. Ils ont réalisé quelques vidéos qui ont été mises en ligne. Le truc, c'est que l'île n'était pas si déserte auparavant. Au 19e siècle, l'île Starbuck était utilisée pour l'exploitation du guano. Une petite précision ici, le guano est constitué d'excréments d'oiseaux ou de chauves-souris. Certes, l'exploitation minière du caca d'oiseau ne semble pas très convaincante, mais le guano se trouve être riche en phosphate, et les phosphates ont de nombreux usages. Ils peuvent être notamment utilisés comme engrais. Donc, comme il y avait des gens sur cette île, ils ont dû construire une sorte de campement temporaire, ce qu'ils ont fait. Revenons maintenant à Google Maps. Tu vois cet angle ? Oui, l'image satellite peut être comparée aux photos et vidéos réalisées en 2009 par nos explorateurs. Un autre point prouvant que cet objet bizarre a une origine terrestre est qu'il y a des arbres sur l'île, ce qui est bizarre. Ces arbres ne sont pas originaires de ce terrain de calcaire corallien, et ils ont certainement été plantés par quelqu'un.
Mystère résolu, l'objet en forme de soucoupe n'est pas un véhicule extraterrestre, mais les restes d'une ancienne colonie. Et les traces s'étendent sur toute l'île. Donc, qui sait? Mais ce n'est là définitivement rien d'extraterrestre. Un autre utilisateur de TikTok a affirmé avoir vu des zombies sur Google Maps. Voyons si cela est vrai. Tout d'abord, la vidéo a effrayé plus d'1 million de personnes qui l'ont regardée. Ce TikTok commence par une vue de loin, et lorsque l'utilisateur fait un zoom avant, nous comprenons que nous sommes en Finlande. Puis, nous voyons une inscription « Non, c'est trop compliqué. Téléspectateurs finlandais, pitié, aidez-moi ». La prochaine chose que nous voyons est une image de Google Street View de mauvaise qualité, et ce cliché donne des frissons. On dirait un rassemblement de personnes, mais elles n'ont pas l'air tout à fait vivantes. L'image est brumeuse et déroutante. S'agit-il de vrais zombies? Évidemment que non. Tout d'abord, parlons de l'inscription. Elle se traduit par « l'œuvre d'art The Silent People » par Reijo Kela. Il s'agit donc d'un danseur et chorégraphe finlandais qui voulait que l'œuvre d'art The Silent People fasse partie de sa performance, mais c'est maintenant une œuvre d'art à part entière. Fait amusant, les silhouettes des Silent People sont changées 2 fois par an, à l'automne et au début de l'été. Ils obtiennent tous leurs vêtements grâce à des dons. Bam, un autre mythe démonté. Sympa 2, mythe TikTok 0. Bien, maintenant on jette un coup d'œil à cette photo. Tu as remarqué quelque chose de bizarre? Oui, c'est une fille à 3 jambes. Cette photo satellite a été prise en Croatie, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce ne sont que des dysfonctionnements de Google Maps. Le truc, c'est que la technologie utilisée pour les cartes Google repose sur un curieux algorithme. Chaque objet est photographié plusieurs fois, puis les photos résultantes sont assemblées pour obtenir l'image la plus précise. Dans la plupart des cas, cela fonctionne, mais parfois, il semble que la technologie en fasse un peu trop, et il en résulte des détails additionnels et parfois ces membres supplémentaires que les gens ont sur la photo. Mais si on devait faire une course à 3 jambes, alors je parierais sur elle. Rien ne peut échapper à l'œil omniscient des satellites, n'est-ce pas? Le 20 septembre 2022, un utilisateur de TikTok a posté une vidéo au sujet d'un avion submergé sur l'application Google Earth. L'avion a été trouvé au large des côtes de Crooked Island, aux Bahamas, non loin de l'aéroport de Colonel Hill. Voyons maintenant si c'est vrai. La première chose que nous devons garder à l'esprit est que même l'aide Google Earth admet le fait que l'image trouvée dans l'appli peut être le résultat de plusieurs photos, satellites ou aériennes, prises à des jours différents et même à des mois différents. Le résultat de ce patchwork peut parfois être un peu imprévisible, si tu te souviens de la fille à 3 jambes. Comment pourrions-nous oublier? Donc, comme tu l'as peut-être déjà deviné, cette photo n'est rien d'autre que de l'assemblage. La zone avec cet avion a été photographiée plusieurs fois, en 2004 et 2005, puis elle a été photographiée 8 fois en 2015 et quelques fois après. La raison la plus probable pour laquelle cette photo se trouve sur Google Earth est qu'il s'agit des clichés de 2015 combinés ensemble. On dit que le python réticulé est le plus grand serpent du monde et qu'il peut atteindre une longueur impressionnante de 6 mètres. On a enregistré la découverte d'un tel python en 1912 qui atteignait 10 mètres de long. Cependant, les utilisateurs ont trouvé un serpent encore plus stupéfiant sur Google Earth. Le 24 mars 2022, une autre vidéo époustouflante a été publiée sur TikTok. La vidéo a obtenu plus de 200 000 likes, alors imagine le nombre de vues. Cette fois, l'utilisateur a affirmé qu'un méga-squelette de l'espèce éteinte du Titanoboa avait été retrouvé sur Google Maps, quelque part en France. C'est difficile à juger d'après l'image, mais ce squelette était estimé à environ 30 mètres de long et aurait certainement pu être le plus long serpent à avoir jamais existé. Si les serpents avaient eu de tels squelettes en réalité. C'est donc la raison numéro 1 pour laquelle il ne s'agit pas d'un serpent. Vois-tu, les serpents ont des côtes plutôt fines et le squelette de la photo a l'air bien plus épais. Une autre chose curieuse à propos de ce squelette est qu'il s'est avéré être fait d'acier. Tu vois où je veux en venir? Il ne s'agit pas d'un vrai squelette, mais d'une installation artistique étonnante de 130 mètres de long. Il s'appelle le serpent d'océan. L'installation a été créée par un artiste chinois, Huang Yongping, et la visite est gratuite. Ce qui est cool avec cette installation, c'est qu'elle n'apparaît qu'au fil des marées, ce qui l'apparente à une fouille archéologique. Notre artiste a donc dupé des millions d'internautes. Si tu passes un jour dans la région, tu peux aller voir cette œuvre d'art extraordinaire. Elle se trouve dans la ville de Saint-Brévin-les-Pins, pas très loin de Nantes. Parfois, Google Maps nous montre quelque chose qui n'a jamais existé. Voici l'île de Sable.
Pendant longtemps, on a cru qu'elle se trouvait près de la Nouvelle-Calédonie, dans la mer de Corail orientale. Tout a commencé lorsque le capitaine James Cook l'a ajoutée à ses cartes en 1774. Il ne l'a jamais visitée, mais elle a ensuite été incluse dans plusieurs autres cartes par précaution contre les récifs. C'était une pratique courante à l'époque. De plus, la zone était, et est toujours, envahie de radeaux marins de pierre ponce. Ce sont des masses laissées après une éruption volcanique sous-marine. Donc, une telle précaution semble nécessaire. C'est ainsi que l'île est restée dans les cartes jusqu'en 1974. Une campagne de reconnaissance aérienne a toutefois prétendu que l'île n'apparaissait nulle part, et l'île de sable a été retirée des cartes. Google Maps est apparu en 2005, et l'île, étonnamment, était là, même si elle avait été précédemment découverte. Elle n'a été supprimée de Google Maps qu'en novembre 2012. Maintenant, il ne s'y trouve plus que des pixels noirs, mais il y avait auparavant une zone de mer sombre. Aujourd'hui, certains spécialistes pensent que tout le mystère autour de cette île n'était qu'un piège à droit d'auteur, lequel était une pratique populaire parmi les cartographes à l'époque. Ces pièges aidaient les cartographes à protéger leurs propriétés intellectuelles. Alors, as-tu déjà vu quelque chose de bizarre sur Google Maps, toi aussi ? C'est l'heure du petit déjeuner. Tu mets 2 tranches de ton pain blanc préféré dans le grille-pain et tu prépares l'avocat qui va les accompagner. Arrête-toi tout de suite. L'avocado toast n'est pas conseillé pour le petit déjeuner, et ce pour plusieurs raisons. Tous les ingrédients ont leur part de responsabilité dans cette affaire. Il est vrai que les avocats contiennent de la vitamine B, des minéraux et des antioxydants qui sont très bons pour la santé. Mais puisque ce sont des fruits, il leur manque une composante indispensable pour le petit déjeuner idéal. Les protéines. C'est en effet très important d'absorber des protéines le matin, car elles nous donnent de l'énergie et nous rassasient plus longtemps. Un petit déjeuner sans protéines n'est pas complet, et il se peut que tu aies à nouveau faim peu de temps après et que tu te jettes sur des snacks pas très sains. Les avocats sont pourtant assez riches en bons gras et en fibres. Donc, si on en consomme en quantité raisonnable, ils peuvent faciliter la digestion et la perte de poids. Quand je dis quantité raisonnable, j'entends un tiers d'un avocat de taille moyenne, soit environ 80 calories. Un tiers d'un avocat n'est pas assez pour un bon toast. Tu peux ajouter des ingrédients, comme des œufs, du saumon fumé ou des haricots. Si par contre tu rajoutes du bacon ou des tonnes de fromage, le toast devient tout de suite un concentré de graisse saturée, ce qui n'est clairement pas bon pour la santé. De plus, les avocats sont particulièrement chers de nos jours. Si tu en fais l'un des ingrédients principaux pour ton régime quotidien, ça va aussi beaucoup peser sur ton budget de nourriture, cela tout en restant insuffisant pour un vrai petit déjeuner équilibré. Le pain que tu choisis pour ton toast a lui aussi de l'importance. Le pain blanc est préparé à partir de farine raffinée et il ne contient pas de fibres. Les fibres sont essentielles au bon fonctionnement de l'intestin et à la digestion. Il faut manger environ 8 tranches de pain blanc pour obtenir la même quantité de fibres que dans une tranche de pain au blé complet. Le pain blanc se digère plus vite et la faim se fait à nouveau sentir rapidement. Ce n'est pas parce qu'un pain est marron qu'il est forcément bon. Il faut toujours bien lire l'étiquette. Si elle indique que le pain est au blé complet ou à la farine complète, c'est tout bon. Si au contraire le pain est enrichi, il aura les mêmes qualités nutritionnelles que du pain blanc. Choisis si possible le pain dont l'étiquette indique le moins d'ingrédients et d'additifs possible. Le porridge est un excellent choix pour petit déjeuner. Sauf quand il est en sachet, instantané et aromatisé. Ces porridges-là sont pleins de sucre et de sel, d'où ce goût alléchant. Si tu n'as pas envie de faire cuire tes flocons d'avoine en les touillant toutes les 2 secondes, choisis au moins les sachets de porridge nature. Tu peux les aromatiser toi-même avec des fruits des bois, de la banane ou du miel par exemple. Autre choix erroné pour le petit déjeuner, un simple smoothie de fruits et rien d'autre. Quand les fruits sont mélangés ensemble, les sucres naturels qu'ils contiennent se transforment en sucre libre. Ces sucres sont très mauvais pour tes dents et ils peuvent te faire prendre du poids. Même si tu y ajoutes du chou, des épinards et d'autres légumes-feuilles au lieu des fruits, ce petit déjeuner ne te rassasiera pas pour longtemps. Il se peut aussi que tu ingères plus de protéines que nécessaire, en fonction des ingrédients et des proportions choisies. Ce smoothie devient souvent le seul apport en fruits et légumes de la journée. Mais il ne les remplace pas. Le mixage détruit un bon nombre de substances nutritives à cause de l'oxygène. Le smoothie peut être une source rapide de vitamines, mais le mieux c'est toujours de manger une pomme ou une carotte entière.
En parlant de fruits et légumes frais, essaie de choisir des produits locaux et de saison. Des smoothies aux fraises et aux bananes toute l'année ne t'aideront pas à supporter les changements climatiques dus aux saisons. Un autre petit déjeuner classique, les pancakes et les gaufres avec du sirop. C'est non, ce petit déjeuner ne te donnera pas l'énergie nécessaire pour affronter la journée. La farine et le sucre blanc que la plupart d'entre nous utilisent pour préparer des pancakes les rendent riches en calories, mais très pauvres en substances nutritives. Et ce délicieux sirop que tu ajoutes à la fin, le vrai sirop d'érable, celui de la marque la plus chère, contient des minéraux, mais il s'agit en fait en majorité de sucre. Les sirops bon marché ne sont pas fabriqués à partir de sève d'érable, mais à partir de sirop de maïs riche en fructose. C'est encore pire que du sucre seul. Si tu ne peux pas concevoir ton réveil sans pancake ou gaufre, choisis de la farine complète ou fais des expériences avec de la farine d'amande ou de la farine de pois chiches. Ok, impossible de se tromper avec des yaourts allégés ou 0%, n'est-ce pas? Eh bien en réalité, les yaourts allégés compensent le manque de graisse par du sucre en plus. C'est comme ça que la plupart de ces yaourts se retrouvent avec plus de calories qu'une portion équivalente de glace. Le mieux, c'est le yaourt grec au lait entier nature. Il est riche en protéines, qui ralentissent la digestion et te font sentir rassasié plus longtemps. Si ça te paraît peu appétissant, essaye d'y ajouter du miel ou de la compote de fruits. Ça manque un peu de fibres pour rassasier complètement, donc tu peux y ajouter des céréales de son, des graines de lin ou des noix pour obtenir suffisamment d'énergie pour affronter la journée. Désolé de te décevoir, mais tu ne devrais pas non plus manger des céréales sucrées le matin. Certaines d'entre elles contiennent des céréales complètes, mais la quantité de sucre ajouté les prive complètement de valeur nutritionnelle. Elles augmentent le niveau de sucre dans ton corps dès le matin, puis 1 heure plus tard, tu as à nouveau faim. Les pires céréales sont clairement les plus attrayantes. Celles au chocolat, celles de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ou celles avec de la guimauve. C'est comme si tu mangeais des bonbons au petit déjeuner. Tu ne t'attends pas à ce que ça rassasie. Les sandwichs tout prêts que tu achètes en épicerie ne sont pas aussi bons que ce que suggère leur étiquette. Ces casse-croûtes bien pratiques contiennent beaucoup de gras, de sucre et de sel. Le coupable est le plus souvent la mayonnaise. En plus, tu ne peux pas choisir les ingrédients et tu finis par manger du fromage ou de la viande de mauvaise qualité et des légumes pas vraiment de première fraîcheur. Ces sandwichs contiennent aussi des agents de conservation et du sodium, afin qu'ils durent plus longtemps. Et ça, ce n'est pas bon pour la santé. Tu peux boire un café au petit déjeuner, mais un café seul ne suffit pas. Il ne contient pas de calories, de protéines ni de fibres. Une seule tasse de café prive ton corps des substances nutritives indispensables pour affronter le réveil. Tu vas avoir beaucoup d'énergie d'un coup, mais elle s'épuisera en quelques heures. Le café peut aussi te rendre plus irritable et moins concentré. Essaye d'éviter les boissons sucrées à base de café comme le macchiato au caramel, les mochas au chocolat blanc et ce délicieux pumpkin spice latte. Ils contiennent plus de sucre que ceux dont tu as besoin et bien trop de calories. Les fans de rosties de pommes de terre, voici des informations pour vous. Que vous les achetiez dans un fast-food ou au rayon surgelé de votre supermarché, il n'y a pas de différence. Dans les deux cas, ces aliments sont préalablement frits, ce qui signifie qu'ils sont particulièrement gras et caloriques. Tu peux essayer d'en préparer toi-même afin de réduire au maximum la quantité d'huile utilisée. Oui, il y a beaucoup d'aliments qui sont déconseillés pour le petit déjeuner. Mais non, ce n'est pas une raison pour ne pas prendre de petit déjeuner du tout. Pendant la nuit, ton système digestif profite d'une pause bien méritée. Mais si tu le prives de nourriture trop longtemps, tu as plus de chances de trop manger et de choisir des aliments trop sucrés pour booster ton énergie. En sautant le petit déjeuner, ton métabolisme peut ralentir et tu peux avoir des difficultés de concentration. Choisis simplement quelque chose de bon pour la santé. Une omelette avec des tomates et du pain complet ou de la purée de patates douces et des flocons d'avoine. Tu as le choix. Cet arbre a une écorce, des feuilles et même des graines toxiques. Pire encore, ces graines peuvent exploser. Et ce n'est pas le genre d'expérience que tu veux vivre lorsque tu voyages en Amérique centrale. Voici l'arbre bombardier, un géant de 30 mètres couvert d'épines coniques. L'arbre a l'air unique car ses fruits ressemblent presque à de petites citrouilles
mais ne t'en approche pas et ne le touche pas. Contente-toi de le contempler de loin. Une fois que ces fruits ressemblant à des citrouilles se fendent, ils explosent et libèrent les fameuses graines qui sont propulsées à environ 70 mètres par seconde, ce qui est suffisant pour te blesser. Mais bon, l'arbre bombardier n'est pas si méchant. Il ne veut simplement pas de compétition. C'est pourquoi il fait tout son possible pour envoyer ses graines le plus loin possible, c'est-à-dire à environ 40 mètres. Certains arbres sont si dangereux qu'ils ont même un panneau d'avertissement, comme par exemple le mançonnier. Il semble pourtant tout à fait inoffensif, et ses fruits ressemblent à des pommes ordinaires. Mais manger une telle pomme peut être la dernière chose que tu feras de ta vie. C'est très sérieux. Toucher cet arbre n'est pas non plus sans danger, et même le regarder. Et si tu essaies de le couper, tu seras puni instantanément. Il répond en faisant jaillir une substance aveuglante directement dans tes yeux. Cette sève peut causer une cécité temporaire et si elle entre en contact avec la peau, tu auras des brûlures et des ampoules. Il n'y a qu'un seul moyen de dompter cet arbre, il faut d'abord le brûler à sa base en se tenant très loin pour plus de sûreté. Ensuite, on laisse l'arbre tomber sécher au soleil et une fois qu'il est sec, on peut l'utiliser en toute sécurité. Il existe même des meubles en bois de mançonnier qui sont toxiques à l'usage. Alors fais attention à la chaise sur laquelle tu t'assois. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Les scientifiques l'appellent le fruit du jatropha, mais il est aussi connu sous le nom de noix noire vomitive. Si tu essaies de la manger, la première chose que tu ressentiras sera une sensation de brûlure dans la gorge. Une fois qu'elle aura atteint ton estomac, tu auras de violents maux de ventre. Le résultat peut être terrible. Elle peut provoquer une grave dépression du système nerveux central et il ne s'agit pas d'un accès de tristesse. C'est un état physiologique où la respiration est affectée, le rythme cardiaque est diminué et tu peux même perdre connaissance, sans parler de séquelles plus graves. Regarde ces feuilles en forme de cœur, elles sont si jolies. Pourtant, le fruit de cet arbre n'est pas si inoffensif. Le pangi est originaire d'Asie du Sud-Est et son fruit peut être mangé, mais il nécessite beaucoup de préparation. Premièrement, il faut attraper ces grappes brunâtres qui ressemblent à des poires. Ce sont les fruits. Ensuite, il faut atteindre les graines à travers la pulpe qui a l'air douce, crémeuse et peut-être comestible, mais qui ne l'est pas. Puis, les faire bouillir. Troisièmement, il faut les faire tremper ou les envelopper dans des feuilles de bananier pendant 40 jours pour que le cyanure d'hydrogène soit libéré. Cette substance est heureusement soluble dans l'eau et peut être en quelque sorte éliminée une fois que les graines sont bouillies et fermentées. Mais pourquoi se donner tant de mal ? Ces graines sont en fait ajoutées à certains plats pour leur donner du goût, comme une épice. Certains fruits nécessitent beaucoup de préparation, tandis que d'autres ne peuvent être consommés que lorsqu'ils sont mûrs à 100%. Le sureau cru est riche en vitamine C, ce qui est bon pour la santé, et en cyanure, ce qui n'est clairement pas bon. Ces baies sont cependant très appréciées. Tu peux en trouver dans des tartes, des sirops, des thés, des confitures et plein d'autres choses. Les baies entièrement mûres et cuites ne sont heureusement pas dangereuses. L'aké, fruit national jamaïcain, a un goût vraiment unique. Il est doux et beurré, et les gens qui l'ont goûté affirment qu'il a le même goût que les œufs brouillés. Tout comme pour les baies de sureau, on ne peut manger l'aké que s'il est bien mûr. C'est pourquoi l'importation d'aké cru a été interdite aux États-Unis il y a près de 50 ans. La seule partie comestible est la chair blanche et crémeuse elle-même. La chair rose a l'air appétissante, mais ne tifie pas. Elle est hautement toxique. Idem pour les graines noires. Fait amusant, les gens utilisaient autrefois l'aké pour nettoyer les vêtements grâce à ses propriétés blanchissantes. Les graines du fruit contiennent des saponines qui peuvent créer cette mousse dont nous avons besoin pour le lavage. Aujourd'hui, ce produit n'est plus aussi populaire et très peu de gens le préfèrent au savon manufacturé. Le corosol est un autre fruit interdit d'importation. Il est aussi appelé guanabana et peut libérer des toxines dangereuses entraînant des conséquences très désagréables s'il n'est pas mûr. Si tu veux vraiment le goûter, il y a des chances que tu trouves de la pulpe de corosol congelée dans le commerce. Le fruit en lui-même est délicieux. Il a le goût d'un mélange d'ananas et de fraises. Cependant, ce fruit n'est pas approuvé par l'Agence américaine des produits alimentaires en raison du risque qu'il présente pour la santé. Mais si jamais tu manges du corosol, n'oublie pas d'éviter les graines, car elles sont toxiques pour les humains. Voici une mangue, délicieuse et sans danger. Maintenant, regarde ce fruit. Il ressemble un peu à une mangue quand elle est verte.
mais tu ne voudras certainement pas la manger. Ce fruit pousse sur ce qu'on appelle l'arbre à suicide, et un seul noyau suffit à achever un être humain. Mais qui a dit qu'il fallait les manger? Ils peuvent être utilisés comme déodorants. Cependant, il existe des options plus sûres, alors tu ferais mieux de laisser cet arbre tranquille. D'un point de vue arboricole, un arbre ne doit pas nécessairement être toxique pour être dangereux. Le bougna-bougna, par exemple, a des pommes de pin géantes plus grosses que ta tête. Alors imagine la taille des pignons. Le seul vrai danger est qu'une de ces pommes de pin tombe sur ta tête. Pour le reste, le bougna-bougna est plutôt inoffensif. Si tu fais bouillir ces pignons, tu obtiendras un thé très savoureux. Les pignons sont aussi sans gluten, donc ils peuvent faire partie de n'importe quel régime à la mode. Cet arbre existe depuis longtemps, depuis que les dinosaures parcourent la planète, mais aujourd'hui, il est presque endémique de l'état du Queensland en Australie. Tout le monde sait que c'est la dose qui fait le poison, n'est-ce pas? Le palétuvier laiteux est une autre preuve de ce dicton. Il peut être extrêmement utile à des fins médicinales ou extrêmement toxique lorsqu'il est mal utilisé. Toutefois, ce n'est peut-être pas seulement la dose, mais aussi la composition chimique qui fait le poison. La sève de cet arbre peut provoquer des cloques, des brûlures et même une cécité temporaire, tout comme celle du manzanillier. C'est pourquoi les gens l'appellent parfois le palétuvier qui rend aveugle. L'arbre bouteille se trouve principalement en Namibie, alors si tu voyages dans ce pays désertique et que tu as soif, ne te laisse pas avoir par son apparence. Il ne renferme pas une eau que tu peux boire. L'arbre bouteille obtient sa fameuse forme au bout de 5 à 8 ans, qui lui permet de retenir l'eau. Mais si tu oses la goûter, les conséquences peuvent être fatales. Elle est très toxique pour les humains et les animaux. Sans les toxines contenues dans l'eau, l'arbre ne pourrait pas conserver son humidité car les animaux lui prendraient. Pour éviter cela, l'arbre bouteille a développé une sorte de mécanisme de protection, principalement contre les animaux et apparemment contre certains humains aussi, pour rester bien hydraté. Le dernier arbre de notre liste, mais non des moindres, est le Gympie Gympie. Tu as probablement croisé une ortie au moins une fois dans ta vie. Les conséquences du contact avec l'ortie ne sont pas très agréables. Personne n'aime les éruptions cutanées et les sensations de brûlure et de démangeaison. On peut dire que le Gympie Gympie, parent éloigné de l'ortie et apparemment inoffensif, a à peu près le même mécanisme. Mais les conséquences sont différentes. Parfois, il s'agit simplement d'un inconfort prolongé, mais dans certains cas, cela peut être fatal. Bonne nouvelle, il existe un antidote. De la cire à épiler ou même du ruban adhésif peuvent te sauver. Le principal problème, ce sont les petits poils qui se coincent dans la peau. Or, tout ce qui est collant peut t'aider à les enlever. Ce n'est qu'un premier traitement d'urgence, mais il aide beaucoup. Oups, un autre cambriolage vient d'avoir lieu aux États-Unis. Encore 22,6 secondes et il y en aura un autre. Et c'est le genre de choses qui se produit partout. Mais si tu es préparé, tout ira bien. Voici quelques conseils pour protéger ta maison. Un simple autocollant peut contribuer grandement à la sécurité de ta maison. Tu peux par exemple en utiliser un qui indique que tu disposes d'un système de sécurité chez toi, même si en réalité ce n'est pas le cas. Ça semblera peut-être peu de choses, mais sache que les cambrioleurs n'aiment pas se compliquer la vie. Encore un conseil, assure-toi que ton autocollant est réaliste. Un écriteau bricolé ne fera pas l'affaire. Il vaut mieux dépenser un peu d'argent pour quelque chose de convaincant. Une autre astuce consiste à laisser une grande paire de bottes sur ton Porsche et à faire en sorte que les cambrioleurs les voient. Ils se diront qu'il y a quelqu'un de potentiellement dangereux dans ta maison et ils n'auront pas envie d'entrer. Bien, maintenant inspectons ta porte. J'espère que tu ne laisses pas tes clés sous le paillasson. Les seules choses que tu dois mettre là-dessous, ce sont des biscuits ou des chips. C'est une façon de savoir si quelqu'un t'a rendu visite pendant ton absence. Mais cette astuce n'est pas fiable à 100%. Ce n'est peut-être que le facteur ou un livreur qui est passé par là. Ou même un chien venu renifler le pas de ta porte. Oui, les biscuits ont plutôt leur place dans ton ventre, pas sous ton paillasson. Tu rentres du travail, ta journée a été dure et tu es fatigué. Tu laisses ta clé dans la serrure et tu n'y penses plus. L'essentiel, c'est que tu aies verrouillé ta porte et que la clé soit à l'intérieur. Mais peut-être qu'un cambrioleur se cache dans les buissons, prêt à passer à l'action. Techniquement, il devrait être impossible de se servir d'une copie et d'entrer s'il y a une clé dans la serrure. Mais ces gars sont bien équipés et disposent de tout un assortiment de crochets pour faire tomber ta clé.
Et tu connais la suite. Ils pourront pénétrer chez toi aussi discrètement que des ninjas et s'emparer de tous tes objets de valeur pendant que tu dors. Un verrou qui ne peut être fermé que de l'intérieur et ne peut pas être ouvert de l'extérieur devrait être une bonne solution. Quand tu emménages dans une nouvelle maison, même si tu n'en es que locataire, assure-toi de changer les serrures. Qui sait combien de personnes possèdent une copie de tes clés? En tant que locataire, tu ne sauras pas forcément qui vivait là avant toi. Et si pour une raison ou pour une autre, tu as accidentellement oublié tes clés sur ta porte d'entrée pendant un moment, tu dois absolument faire changer ta serrure. Il ne se passera probablement rien de grave, mais qui sait, il vaut toujours mieux rester prudent. Tu dois non seulement veiller à ne pas oublier tes clés du mauvais côté de ta porte, mais ne les laisse pas non plus traîner n'importe où. Apporte-les dans ton salon au lieu de les poser sur ce meuble à l'entrée. Les cambrioleurs peuvent passer par ta porte, mais aussi par une fenêtre. Fais attention à ta poubelle, surtout si tu jettes des emballages d'objets coûteux. Ne renseigne pas les voleurs sur tes achats et sur leur prix. Et puis ta poubelle peut contenir des informations importantes sur ta vie, les coordonnées de ta carte de crédit par exemple, et bien plus. Surveille ta boîte aux lettres. Assure-toi qu'elle est fermée à clé. Son contenu pourrait bien intéresser les cambrioleurs. L'astuce est donc simple, verrouille ta boîte aux lettres et assure-toi de déchirer tous les documents qui contiennent tes données personnelles. Maintenant, examinons un peu ta pelouse. Je vois tout de suite quelque chose qui ne va pas. Je parle de ces grands buissons. Oui, je sais que tu n'as pas le temps de détailler. Mais plus ils sont grands, mieux les cambrioleurs peuvent s'y cacher. En outre, si tes buissons et tes arbres sont mal taillés, on pourrait croire qu'il n'y a personne chez toi. Tu vois où je veux en venir ? Bien, disons que tu as ignoré mes conseils et que des cambrioleurs se sont introduits chez toi. Ils chercheront d'abord à trouver des espèces. Si tu n'en as pas chez toi, tu peux passer ce conseil, mais si tu en as, fais preuve de créativité. Tu peux cacher tes espèces dans un sac plastique et dans un récipient avec des restes de repas. Tu peux aussi placer ce sac en plastique dans une bouteille de détergent vide et la ranger dans un placard ou dans la cuisine. Les cambrioleurs n'iront probablement pas mettre leur nez là-dedans. Il y a deux choses à ne pas faire. Cacher de l'argent ou des bijoux dans une boîte de médicaments n'est pas très malin. Et ton congélateur n'est pas non plus une bonne option. C'est une cachette trop bien connue des malfaiteurs. Voyons maintenant comment tu gardes tes clés. Tes clés de voiture et de maison sont sur le même jeu. Ce n'est peut-être pas une super idée. Tout d'abord, imagine que tu les perdes et que des cambrioleurs sachent où tu vis. Non seulement ils te dévaliseront, mais ils disposeront aussi d'un véhicule pour transporter tous tes objets de valeur. Fais aussi attention à ta clé de garage, surtout s'il est possible d'entrer chez toi par cette pièce. Et même si ce n'est pas le cas, il y a certainement des choses qui intéresseront les voleurs dans ton garage. Les cambrioleurs sont pleins de ressources. Ils peuvent se faufiler dans les maisons, même par les plus petites fenêtres. S'ils préfèrent en général passer par la porte, c'est que c'est sans danger. En passant par la fenêtre, ils pourraient se faire mal ou déchirer leurs vêtements. S'ils laissent des traces d'ADN, ils pourront être retrouvés. Mais les voleurs veillent bien à ne pas laisser de traces. Selon une étude anglaise, seuls environ 3% des cambrioleurs laisseraient de tels indices sur leur passage. Pour te protéger la nuit, il existe plusieurs options. La première, insère un gros trombone ou une épingle à cheveux à l'intérieur de ta serrure. Tu peux aussi utiliser une clé de rechange si tu en as une. De cette façon, tu rendras extrêmement difficile, voire impossible, l'utilisation des doubles par les cambrioleurs. Deuxième option, barricade-toi. Tu peux te servir d'une chaise lourde, d'une étagère, de n'importe quoi. Mais oui, pourquoi pas, si tu te sens plus en sécurité. Si ta porte s'ouvre vers l'extérieur, la bloquer pourrait être une bonne idée. Une chaise peut se révéler très pratique. Coince-la sous la poignée de ta porte. Ce n'est pas le système de sécurité le plus puissant, mais ça peut faire l'affaire. Attacher les poignées avec un câble ou une corde est aussi une solution. Une fausse caméra de sécurité peut te protéger de jour comme de nuit. Les cambrioleurs ne sont pas aussi courageux qu'on pourrait le croire. Si tu as un vrai système de vidéosurveillance, veille à ce que les voleurs ne le désactivent pas. Place-le dans un endroit difficile d'accès.
Si tu ne rechignes pas à la dépense pour te protéger, les lampes à détecteur de mouvement sont exactement ce qu'il te faut. Les voleurs aiment les endroits sombres et lorsqu'ils s'approcheront de chez toi, toute cette lumière les effraiera. Cette solution fonctionne si les cambrioleurs ignorent si tu es chez toi. S'ils sont sûrs que tu n'es pas là, c'est beaucoup moins efficace. Les minuteurs pour télévision et radio sont une autre solution. Grâce à eux, tu peux faire croire aux gens que tu es chez toi à tout moment. Avec les lampes à capteurs, c'est la combinaison parfaite. Cette astuce te protégera de la plupart des cambriolages, mais ce n'est pas une garantie à 100%. Certains voleurs n'hésitent pas à entrer, même si la télé est allumée. Et un système d'alarme vivant. Vrai ou faux, peu importe. Je parle bien sûr des chiens. Tu te souviens de l'astuce des bottes? Tu peux faire la même chose avec un chien si tu n'en as pas. Place un grand bol sur ton porche, mais veille à ce que ce soit réaliste. Le bol ne doit pas être tout neuf, il doit être un peu cabossé. Est-ce que tu connais tous tes voisins? Si ce n'est pas le cas, il est grand temps que tu prépares des biscuits et que tu leur rendes visite afin de faire connaissance. Tout d'abord, les voleurs n'aiment pas travailler dans les quartiers où les gens se connaissent et se soutiennent les uns les autres. Parce qu'ils ont alors plus de chances de se faire repérer et attraper. Et oui, s'organiser avec ses voisins est une super solution pour rester en sécurité et, qui sait, se faire de nouveaux amis. Décryptons les codes des cambrioleurs. Du ruban adhésif sur la poignée de la porte, une tranche de fromage sur le capot de la voiture et bien d'autres choses encore peuvent être signes que tu es la cible d'un escroc. Les cambrioleurs ne choisissent pas une maison au hasard pour la cambrioler. Ils vont souvent surveiller la maison avant de passer à l'action afin d'en savoir plus sur sa sécurité. Ils laissent des marques sur la maison, la porte du garage, la boîte aux lettres ou l'abri jardin. Apprends à connaître ces marques et à savoir ce qu'elles symbolisent. Et tu pourras mieux protéger ta maison des cambrioleurs. Si tu vois un cercle dessiné, cela signifie qu'aux yeux des voleurs, ta maison est une cible de choix. Elle n'est peut-être pas équipée d'un système de sécurité adéquat. A l'inverse, un cercle barré signifie qu'il faut éviter d'entrer. Peut-être que la maison est équipée d'alarmes high-tech, de caméras de vidéosurveillance ou protégée par un chien. Des lignes en forme d'échelle signifient que des objets de valeur sont visibles dans la maison et qu'ils valent la peine d'être volés. Si la lettre M est dessinée sur la poubelle, cela signifie que la maison est vide le matin, tandis que la lettre N signifie qu'elle est vide la nuit. Les forces de police ont émis des avertissements à propos de ce code, mais n'oublie pas que certains de ces signes peuvent être aussi des messages inoffensifs utilisés par les ouvriers de la voirie pour communiquer sur les canalisations par exemple. Si tu vois des marques de frappe de clé, n'entre pas dans la maison. La frappe de clé est une technique utilisée par les cambrioleurs au moyen d'une clé similaire fabriquée avec un métal plus lourd, pour limer les goupilles à l'intérieur de la serrure. De plus, les victimes peuvent rencontrer des problèmes lorsqu'elles ont recours à leurs assurances dans de tels cas, car cette technique peut ne laisser aucune trace d'effraction à l'extérieur de la serrure. Tu te fais cambrioler, mais tu ne peux pas le prouver à la compagnie d'assurance. Le cauchemar. Le crochetage est une autre technique, mais qui laisse des marques sur la poignée de la porte, comme légères éraflures autour de la serrure. Toutefois, les véritables signes se trouveront à l'intérieur de la serrure, sur les goupilles qui auront des indentations. Des éraflures ou des marques importantes sur ta poignée de porte peuvent aussi indiquer que quelqu'un est entré chez toi. Les cambrioleurs utilisent parfois des tournevis pour casser les goupilles de la serrure. Si tu vois des éraflures profondes, des marques ou un élargissement du trou de serrure, fais attention quand tu entres. Les voleurs peuvent aussi coller du ruban adhésif généralement transparent sur la poignée de porte. Supposons que le ruban soit toujours là un jour ou deux plus tard. Les cambrioleurs pensent alors que le propriétaire est absent puisque la porte n'a pas été utilisée. Cette technique a pris une ampleur alarmante à Dublin. La police a averti les gens d'être vigilants et d'enlever toute trace d'un ruban adhésif immédiat après l'avoir vu. Certaines de ces marques sont laissées par les voleurs de chiens qui signalent que ta maison abrite un chien de race digne d'être volé. Les marques à la craie rouge sont pour les gros chiens, tandis que les marques jaunes et roses font référence aux chiens de petite et moyenne taille. La police conseille aux propriétaires de chiens d'inspecter leur maison et de signaler tout signe de ce genre à la police. Enfin, ils doivent faire très attention lorsqu'ils promènent leurs animaux de compagnie. L'une des clés, sans son mauvais jeu de mots, pour être en sécurité chez toi est d'avoir un bon système de sécurité et connaître ses biens. Par exemple, si les serrures de ta porte d'entrée sont toujours réactives mais fonctionnent lentement, cela peut être le signe d'une tentative de cambriolage. Cela peut être dû à la technique appelée la méthode de vulnérabilité. Les cambrioleurs affaiblissent la serrure de la porte avec le temps. Ils utilisent des outils ou des objets pour détériorer la serrure sans laisser de traces. Tu peux penser que ta serrure est vieille et simplement reporter l'appel à un serrurier, mais ce serait une erreur.
De même, la clé peut tourner à l'intérieur de la serrure avec du retard. Si elle est plus difficile à tourner à l'intérieur, c'est généralement le premier signe d'une tentative d'effraction et le signe d'alerte le plus important à prendre en compte. Même les serrures de portes blindées sont sujettes aux effractions. Savais-tu qu'à Churchill, au Canada, les habitants ne verrouillent pas les portières de leur voiture? Ils ne font pas cela pour faciliter la tâche des voleurs, mais pour survivre à une potentielle attaque d'ours polaires. La ville compte le plus grand nombre d'ours polaires au monde. Imagine qu'un habitant soit confronté à un ours polaire et qu'une voiture se trouve à proximité. Il pourra rapidement s'abriter à l'intérieur de cette voiture, même si ce n'est pas la sienne. Et si tu apprenais quelques conseils de sécurité pour éviter les vols de sacs à main? Tout d'abord, ne porte pas ton sac en bandoulière sur l'épaule. Certes, le sac est conçu de cette façon, mais cela peut permettre aux voleurs de s'en emparer plus facilement. Par exemple, porter un petit sac à main de type pochette sous ton bras est plus sûr. Faire ses courses avec quelqu'un est plus sûr que de les faire seul. Les jours de shopping et en général ne transportent pas plus d'argent que nécessaire, ni toutes tes cartes de crédit dans le même sac. Ne garde sur toi que ce dont tu as besoin pour la journée, même pour un court laps de temps. Ne laisse pas ton sac à main dans le caddie ou sur la caisse. Venons-en maintenant aux arnaques. C'est lorsque tu crois que tu ne peux pas être arnaqué que tu te laisses plus facilement avoir par les escrocs. Les arnaques ciblent tout le monde, quel que soit le milieu, l'âge et le revenu. Elles peuvent te prendre au dépourvu lorsque tu ne t'y attends pas. Les escrocs utilisent de nouvelles technologies, des produits ou même des services pour attiser ta curiosité afin que tu leur donnes ton argent ou tes données personnelles. Comment être à l'abri des arnaques? Premièrement, garde à l'esprit que si ça a l'air trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Ensuite, ne réponds pas aux appels concernant ton ordinateur et demandant un accès à distance, même s'ils mentionnent une entreprise connue. Les escrocs te demanderont souvent d'allumer ton ordinateur pour régler un problème ou installer une mise à jour gratuite. Il s'agit en fait d'un virus pour obtenir tes mots de passe et tes données personnelles. Enfin, fais attention aux demandes de paiement inhabituelles. Les escrocs te demanderont souvent d'utiliser un mode de paiement inhabituel comme une carte de débit préchargée, une carte cadeau ou une carte iTunes. Quel lien peut-il y avoir entre un carjacking et une tranche de fromage? Imagine que tu te diriges vers ta voiture et que tu vois du fromage fondu sur le bouchon du moteur. Tu vas d'abord penser que c'est une mauvaise farce. Tu commences donc à nettoyer le fromage. Naturellement, ça te prend du temps sous le soleil brûlant. Mais fais attention à ton environnement direct. Quelqu'un pourrait être en train de t'observer de loin et attendre le bon moment. Il peut simplement sauter dans ta voiture et partir avec, pendant que tu ne surveilles pas la porte du conducteur, occupé à nettoyer le fromage fondu du côté passager. Savais-tu que tu pouvais avoir une clé supplémentaire dans ta voiture? Certaines voitures ont des clés de secours cachées dans le manuel ou dans la trousse à outils du coffre. Si ta voiture a cette clé de rechange, sors-la immédiatement. Si tu sais où elle se trouve, les voleurs le sauront aussi. De plus, ne pense pas que tu as la cachette parfaite pour tes clés de rechange. Les voleurs de voitures savent où chercher. Par exemple, certaines personnes cachent le double de leurs clés sous le pare-choc ou sous le tapis de sol. Les voleurs vérifient régulièrement ces endroits. Concernant le vol des voitures, c'est peut-être le moment de parler des habitudes et des stratégies des voleurs. Ils ne choisissent pas des endroits ouverts et visibles comme les allées devant les maisons. Les endroits sombres et isolés comme les arrières d'immeubles, les abris pour voitures et les parkings souterrains sont leurs endroits préférés, car ils sont beaucoup plus calmes et ils peuvent entendre si quelqu'un arrive. As-tu déjà entendu parler du numéro d'identification du véhicule, alias NIV? C'est un numéro unique pour chaque voiture qui existe. Tu peux graver le NIV sur les vitres de ta voiture. Cela rend ta voiture moins intéressante sur le marché noir pour ses pièces détachées. De plus, changer les vitres coûte assez cher, donc les escrocs essayent d'éviter ces voitures. Pour conclure, disons simplement qu'il vaut mieux éviter d'être une cible facile et invitante. As-tu des histoires de cambriolage ou de vol de voiture à raconter? Essaye, tu vas voir. Pince ton coude aussi fort que tu le peux. Tu sens à peine la douleur. Comment cela se fait-il? Les terminaisons nerveuses sont différentes selon les régions du corps. Ce dernier est en effet plus sensible à la douleur aux endroits les plus fragiles et à risque. Ces zones possèdent plus de terminaisons nerveuses afin que nous réagissions plus vite pour nous protéger. Et la peau épaisse, comme celle des coudes, a moins de détecteurs de douleur. Mais je ne parle pas de cette douleur fourmillante et soudaine que tu peux ressentir lorsque tu te cognes le coude. C'est un peu comme si ton bras avait été électrocuté. Je ne dirais pas que cette sensation est marrante, même si les anglophones parlent d'un os rigolo qui en serait la cause, bien que ce ne soit pas un os. C'est un nerf qui part de ta colonne vertébrale, passe par ton cou, traverse ton coude et finit dans tes doigts.
Son vrai nom est le nerf ulnaire. C'est l'un des 3 nerfs principaux de ton bras, et il transmet les sensations au bout de tes doigts. Ton nerf ulnaire est bien protégé par les muscles, la graisse et les os. Mais il y a un endroit de ton coude où ce nerf est exposé. Et cet endroit est, oui, pile où tu te cognes. Une version différente mais réelle du talon d'Achille. Voilà, maintenant tu sais pourquoi ça fait tout drôle quand tu te cognes le coude et pourquoi tu ne sens rien quand tu pinces sa peau. Le phénomène suivant concerne aussi nos mouvements les plus gênants. Mais pas seulement. Il peut aussi se produire lorsque tu vois la personne que tu aimes. Je parle du fait de rougir. Il n'y a pas vraiment de papillons dans ton ventre quand tu es amoureux. Mais je suis sûr de ceci. Quand tu rougis, la paroi de ton estomac rougit elle aussi. Oui, j'ai bien regardé. La muqueuse de l'estomac protège les parois de cet organe et l'acide qu'il contient. Lorsque tu rougis, elle rougit elle aussi, car les rougissements se produisent lorsque notre sang monte à la surface de notre peau. Et cela affecte aussi l'estomac. C'est un processus naturel, une réponse physiologique à un changement d'émotion. Et puisque nous parlons de l'estomac, sache que le liquide gastrique a la capacité de faire fondre une table en acier. Cela signifie que cet acide serait capable de digérer tes organes internes. Heureusement, la paroi de ton estomac empêche que cela se produise. Maintenant, nous allons parler du fait que tu brilles dans le noir. N'éteins pas encore les lumières. Tu ne peux pas voir ça à l'œil nu. Ces images de corps humains scintillants proviennent de caméras ultra sensibles. Des scientifiques japonais ont été les premiers à immortaliser la bioluminescence humaine. Seules ces caméras ultrasensibles peuvent détecter les minuscules quantités de lumière que notre corps émet, car cette lumière est 1000 fois plus faible que ce que l'œil humain peut voir. Apparemment, toutes les créatures vivantes produisent une petite quantité de lumière du fait des réactions chimiques dans leurs cellules. Et les humains ne font pas exception. Des chercheurs ont photographié le haut du corps d'un groupe de volontaires pendant plusieurs jours. Et leurs résultats indiquent que la lumière émise obéit à un cycle de 24 heures. La lueur est à son maximum en fin d'après-midi et à son minimum tard dans la nuit. En outre, la lumière la plus vive est émise par les joues, le front et le cou. Mais ces zones ne correspondent pas aux régions les plus lumineuses qui apparaissent sur les images des caméras thermiques. Savais-tu que tu es un peu plus grand le matin que tard dans la journée ? Eh oui, je t'ai mesuré. Blague à part, cette différence de taille est liée à la gravité. Sa force comprime le cartilage de ta colonne vertébrale et de tes genoux lorsque tu te lèves ou t'assieds. Mais lorsque tu es couché, ta colonne vertébrale se décontracte et s'allonge. Voilà pourquoi, à ton réveil, après une longue nuit de sommeil, tu es plus grand. Mais cette différence de taille est assez négligeable. Pas la peine donc d'organiser un concours et d'ouvrir les paris. Un détail amusant, à leur retour de mission, les astronautes sont plus grands qu'ils ne l'étaient au moment de quitter la Terre. C'est à cause de l'absence de gravité sur l'ISS. Mais ils ne conservent pas cette taille toute leur vie après ça. Dès qu'ils posent le pied sur Terre, ils commencent à retrouver leur taille normale. Maintenant, revenons à cet organe dont nous avons parlé précédemment, la peau. Oui, la peau est un organe. En fait, c'est le plus grand organe de ton corps. Elle représente environ 15% de ton poids corporel. Et que fait cet organe en plus de recouvrir ton corps ? Il remplit des fonctions vitales. Par exemple, il te protège des atteintes physiques et biologiques extérieures. Et il t'évite une perte d'eau excessive. Je ne peux pas m'empêcher de me demander quelles autres surprises le corps humain nous réserve. Mais pour l'instant, passons au monde animal. Les chouettes n'ont pas de globe oculaire. À la place, elles ont des tubes oculaires. Leurs yeux, en forme de tige, ne bougent pas dans leurs orbites comme le font nos yeux à nous. Du coup, il faudrait qu'elles bougent leur corps entier afin de regarder autour d'elles. Mais cela ferait beaucoup trop de bruit. Et les autres animaux les entendraient. Grâce à l'évolution, les chouettes possèdent donc un cou pouvant pivoter d'environ 270 degrés, et ce sans faire le moindre bruit. Mais quel intérêt ? Eh bien, la vision nocturne nécessite de grandes cornées pour capter le plus de lumière possible. Voilà pourquoi la plupart des animaux nocturnes, comme le loris ou le tarsier, ont de grands yeux. Pour les chouettes, c'est un peu différent. Comme elles ont de petites têtes, elles ne peuvent pas avoir d'aussi grands yeux. Et bien qu'elles n'aient pas de globes oculaires, elles possèdent 3 paires de paupières. Une paupière pour cligner des yeux, une autre pour dormir, et la dernière pour nettoyer leurs tubes oculaires. Est-ce que les hiboux trouvent ça chouette ? Bien sûr. Nous allons maintenant parler d'un animal dit crépusculaire. Miaou.
Les chats ont un organe spécial qui leur permet de goûter les odeurs dans l'air. Cet organe s'appelle l'organe de Jacobson ou l'organe véméronasal. L'organe de Jacobson est situé à l'intérieur de la cavité nasale du chat et s'ouvre sur le palais, dans la bouche. Il leur sert à détecter des substances chimiques bien précises grâce à des nerfs qui mènent directement au cerveau. Et il ne s'agit pas de substances ordinaires. Les récepteurs de l'organe de Jacobson ont une fonction très particulière. Ils captent des substances qui n'ont pas d'odeur du tout. En d'autres termes, les chats peuvent détecter des odeurs indétectables. Et ce n'est pas tout. L'organe de Jacobson accroît leur odorat. Par exemple, lorsque les chatons doivent trouver le lait de leur mère. Imagine 2 mères chattes et 4 chatons. Les chatons sont capables de distinguer leur mère de l'autre chatte grâce à leur odorat. Lorsque tu rencontres une personne, tu analyses son langage corporel. Les chats peuvent s'analyser en reniflant la tête de leurs congénères. Ils émettent des phéromones, et cette substance en dit généralement long sur un individu. Par exemple, ce que le félin aime manger ou s'il est en bonne santé. Ils peuvent même savoir si l'autre chat est content ou de mauvaise humeur. Tout cela grâce à l'organe de Jacobson. Voici maintenant un autre fait sur les chats. Leur museau possède des nervures qui forment une sorte de motif. Nous avons des empreintes digitales et les chats ont des empreintes nasales. Elles peuvent servir à leur identification. Alors, monsieur chat, c'est vous qui avez cassé ce vase? Nous avons trouvé vos empreintes sur la scène du crime. Mais on peut faire un marché. Dites-nous ce que vous savez sur ce chien et ce DVD mâchouillé. Tu préfères peut-être les chiens. Voici un mythe que tu connais probablement. Les chiens sont daltoniens. Mais ce n'est pas le cas. Il est vrai que la gamme de couleurs qu'ils peuvent détecter est limitée par rapport au spectre disponible aux humains. Ils perçoivent principalement les tons jaunes, bleus et violets. Et ils ne voient pas nos rouges, nos verts et nos oranges. Et pour finir, les tortues. Ces créatures ne peuvent pas quitter leur carapace et y revenir quand elles le souhaitent. En fait, elles sont complètement attachées à leur carapace. Celle-ci grandit avec elles, comme la peau humaine. La carapace d'une tortue est composée de 50 os. Elle comprend un squelette avec une colonne vertébrale et une cage thoracique. Elle part donc en vacances avec. C'est un peu comme ton camping-car, si tu devais vivre dedans toute ta vie. Bon, tu viens de trouver ton premier cheveu blanc et tu as une énorme envie de l'arracher et de le garder en souvenir. Mais ta grand-mère qui sait tout sur tout t'en empêche. Car tout le monde sait que 2 nouveaux cheveux blancs vont pousser à sa place. C'est l'un des mythes les plus populaires qui circulent depuis la nuit des temps. Lorsque tu arraches un cheveu, le follicule reste là où il était et il produira un substitut assez rapidement. Mais il n'a pas le super pouvoir de se multiplier, donc tu n'auras qu'un seul nouveau cheveu blanc. Ce nouveau cheveu pourrait même être plus foncé, car le follicule pileux pourrait tout à fait produire un autre pigment cette fois-ci. Mais si tu vas trop loin dans l'épilation, tu risques de ne plus avoir de cheveux à cet endroit. Tu as peur d'utiliser ton téléphone portable à la pompe à essence parce que cela pourrait provoquer une explosion? Eh bien, il n'y a pas eu un seul cas documenté où un téléphone ait dégagé une charge d'électricité et provoqué une telle tragédie. Tous ces panneaux « Pas de téléphone portable » dans les stations-service ne sont qu'une précaution. Les appareils électroniques n'y sont pas les bienvenus car ils pourraient générer de l'électricité statique et présenter un risque. Par ailleurs, n'oublie pas qu'il te faut toujours être vigilant quand tu conduis. Bavarder ou envoyer des SMS pendant que tu fais le plein pourrait avoir de sérieuses conséquences, comme partir avec le pistolet de la pompe à essence dans ton réservoir. Une vidéo virale a laissé croire à des millions de personnes que si tu vois un fil attaché à la poignée de ta porte de voiture, tu dois immédiatement appeler la police. Selon l'auteur, les kidnappeurs utilisent cette astuce pour te distraire et s'en prendre ensuite à toi par surprise. En réalité, il n'y a pas eu de cas officiellement enregistré de personnes se faisant enlever de cette façon. Cette légende urbaine doit venir d'un post Facebook de 2015 qui mentionnait l'astuce du fil et qui a été démystifiée peu après sa sortie. L'idée a cependant survécu et continue de refaire surface de temps à autre. Il est tout de même judicieux de rester vigilant et de suivre quelques règles simples qui te permettront de rester en sécurité sur la route. Tu peux acquérir quelques notions d'autodéfense, te garer dans des zones bien éclairées et toujours regarder autour de toi afin de repérer les choses et les gens suspects avant de monter dans ta voiture. N'oublie pas non plus que beaucoup de mythes et légendes urbaines similaires ne sont créés que pour attirer ton attention et gratter quelques likes pour les auteurs. Si tu ajoutes du sucre roux à ton café, persuadé qu'il est plus sain que l'option blanche, ce n'est probablement pas la meilleure idée.
Le sucre roux contient bien quelques minéraux, mais leur quantité est si infime que cela ne se répercutera aucunement sur ta santé. Sinon, il a la même quantité de calories et la même valeur nutritionnelle que le sucre blanc. La seule différence réside dans la couleur, la saveur et le processus de fabrication. Le sucre roux est tout simplement moins traité. Donc, si tu essaies de réduire tes calories, le type de sucre que tu ajoutes à tes aliments n'a pas vraiment d'importance. Lorsque tu appuies sur le bouton snooze de ton réveil matin, tu ne vas pas réellement bénéficier de ces 10 minutes de sommeil supplémentaires. C'est vrai que ça fait du bien de repousser le moment où tu te lèves, mais ce bouton te fera simplement te sentir plus fatigué au lieu de t'apporter un repos supplémentaire. Tu as ton propre cycle biologique de sommeil qui s'adapte à ton emploi du temps. Lorsque tu te réveilles et que tu te rendors instantanément, ton cerveau est confus, c'est pourquoi tu auras de plus en plus de mal à te lever lorsque l'alarme sonnera pour la 2e, voire la 5e fois. À long terme, le bouton snooze peut nuire à ta capacité à obtenir un sommeil profond et de qualité. Un autre mythe populaire sur le sommeil est que tu avales jusqu'à 8 araignées chaque nuit sans le savoir. Détends-toi, tu n'avales aucune araignée du tout. Pour elle, tu as l'air d'un géant ou plutôt d'une montagne dans le paysage. Tous les sons que tu produis pendant ton sommeil, comme ta respiration ou les battements de ton cœur, sont super effrayants pour elle. Alors tout ce qu'elles veulent faire, c'est rester le plus loin possible de toi. Ce mythe s'est répandu de par le monde après qu'un article de magazine ait mentionné que les gens croyaient facilement tout ce qu'ils voyaient en ligne. Comme quoi, l'article avait raison. Il n'est pas vraiment nécessaire de poireauter 30 minutes ou plus pour te baigner après avoir mangé. Ce mythe perdure depuis plus d'un siècle car il s'agissait d'une règle présente dans le manuel des scouts de 1908. Elle indiquait que nager moins de 90 minutes après avoir mangé pouvait avoir des conséquences vraiment fâcheuses. Elle a laissé croire à de nombreuses personnes que, comme la digestion détournait le flux sanguin des muscles vers l'estomac, nager pouvait entraver ce flux sanguin, te donner des crampes et même te faire te noyer. En réalité, le sang supplémentaire va bien vers l'estomac, mais cela n'affecte pas tes bras ou tes jambes. La nourriture pourrait même être bénéfique à ta séance de natation, car elle te fournira un supplément d'énergie. Et n'oublie pas de boire suffisamment d'eau avec pour rester hydraté. Les diamants sont super chers parce qu'ils sont super rares, n'est-ce pas? Il s'avère qu'ils ne sont pas aussi rares qu'on nous le fait croire. Les rubis, les émeraudes et les saphirs sont beaucoup plus rares et bien plus chers que les diamants. Les scientifiques ont même trouvé un moyen de créer des diamants artificiels, ce qui rend leur production plutôt facile. Donc, ce prix que les gens sont prêts à débourser n'est jamais que le résultat d'une campagne marketing tout à fait réussie, datant d'il y a plus d'un siècle. L'entreprise qui extrayait et vendait ces diamants a répandu la légende de ces pierres précieuses dans le monde entier. Ils ont persuadé tous les consommateurs que les diamants étaient si rares que leur prix était en fait plutôt raisonnable. De plus, ils ont fait de ces pierres un symbole d'amour éternel, indispensable aux fiançailles. Les films nous ont fait croire que tous les dinosaures étaient des lézards énormes et dangereux, mais en réalité, on trouvait toutes sortes d'espèces de dinos. Certaines d'entre elles n'étaient pas beaucoup plus grandes que des chats ou des labradors. Il semble d'ailleurs que ces espèces plus petites étaient plus répandues que celles de leurs immenses cousins. De plus, certains dinos, comme le T-Rex, étaient même recouverts de plumes, surtout au début de leur vie. Plus tu t'enfonces dans l'océan, plus il devient sombre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière du tout. Les couleurs passent du bleu-vert près de la surface à des bleus plus intenses, puis descendent jusqu'au bleu indigo et au noir total. La lumière du soleil pénètre faiblement dans les eaux profondes, donc techniquement, en dessous de 1000 mètres, il n'y a officiellement plus la moindre lumière. Mais il existe un autre type de source lumineuse là-dessous. Il s'agit de la luminescence bleue et verte. C'est une enzyme appelée luciférase qui génère de la lumière. Elle décompose les molécules à haut potentiel énergétique et produit des photons au travers des bactéries et du corps de certains poissons des profondeurs. Il semble logique que les étés soient si chauds parce que notre planète se rapproche du Soleil et que les hivers soient si froids parce que la Terre s'éloigne le plus possible de notre étoile. Pourtant, il s'agit d'un autre mythe répandu. Lorsque c'est l'été dans l'hémisphère nord, notre planète n'est en fait pas plus proche du Soleil. C'est plutôt le contraire. La Terre est à son point le plus éloigné du Soleil en juillet et à son point le plus proche en janvier. L'été est chaud car l'axe de notre planète est incliné. Pendant son orbite, l'inclinaison de la Terre permet à l'énergie provenant du Soleil de nous atteindre plus directement, car l'angle est plus réduit. La ceinture d'astéroïdes n'est pas aussi dangereuse que les superproductions nous l'ont fait croire.
Si tu devais la traverser, ce ne serait pas un vol au travers d'un champ dense et imprévisible de roches se fracassant les unes contre les autres. La ceinture d'astéroïdes est une zone qui se trouve entre 300 et 500 millions de kilomètres du Soleil. Il s'agit d'une vaste étendue vide et solitaire avec beaucoup d'espace au milieu. Si tu rassemblais tous les astéroïdes de cette ceinture, tu obtiendrais une masse équivalente à environ 4% de notre Lune. C'est pourquoi les astronomes sont si excités lorsqu'ils voient deux astéroïdes se fracasser l'un contre l'autre. Autrement, l'espace n'est pas si mouvementé.